Un soir à Kinshasa, pendant que la salle du Kempinski se vidait de ses délégués et de ses discours officiels, un chiffre demeurait planté dans l'air comme une épine que personne n'avait le courage de retirer. 7 provinces de la République n'ont pas un seul kilomètre de route asphaltée. Ce n'est pas une estimation de la société civile. Ce n'est pas une accusation de l'opposition. C'est le gouvernement lui-même qui l'a dit, à voix haute, en séance officielle, lundi 4 mai 2026. Bonsoir à nos compatriotes vivant à Paris, Atlanta et à Nairobi. Bonsoir à vous tous, où que ce soit vous retrouvez. Bienvenue à Inside News RDC. Ce 5 mai 2026, ce journal vous emmène aux deux extrémités d'une même question. Est-ce que l'État congolais tient encore son territoire? À Kinshasa, une table ronde nationale sur l'aménagement du territoire s'est ouverte hier sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. Des lois ont été votées, des décrets ont été signés, des forums ont été organisés. Mais nos compatriotes du Sankuru, du Mai-Ndombe, du Basuélé attendent encore le bitume. Et dans le même temps, à l'est de ce pays, deux réalités avancent sans demander la permission de personne. Dans le territoire de Mombasa, les forces démocratiques alliées taxent les paysans à l'entrée de leurs propres champs. À Goma, des commerçants congolais découvrent qu'ils doivent tenir leur registre de commerce selon les normes de l'administration fiscale d'un État étranger. Cette nation a des lois, elle a des institutions, elle a des forums. Ce soir, la question qu'on ne peut plus contourner: à quel moment décide-t-on que la souveraineté d'un pays ne se délègue pas, même en silence? Il y a quelque chose de particulier dans ce que le gouvernement a admis hier, en séance officielle, devant les gouverneurs, les parlementaires et les partenaires de ce pays. Il n'a pas habillé la réalité. Il a nommé les provinces, il a nommé les manques, il a formulé des engagements. Ce qui s'est dit dans cette salle mérite d'être entendu avec précision et surtout mérite d'être tenu. Adriana est avec nous ce soir pour décortiquer ce que la table ronde a produit et ce qu'elle n'a pas encore dit. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la province, depuis Kinshasa, depuis la diaspora. Lundi 4 mai 2026. Salle Panorama, Fleuve Congo, Hôtel Kempinski, Kinshasa. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, ouvre une table ronde nationale de 2 jours sur les défis de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une réunion de service ordinaire. C'est une consultation verticale entre le pouvoir central et les entités provinciales que les termes de référence eux-mêmes ont placé au cœur de l'exercice. Autour de la table, des parlementaires nationaux, des membres du gouvernement, les gouverneurs de province, des ministres provinciaux, des experts sectoriels, des autorités coutumières, des représentants des partenaires techniques des financiers. Le ministre sectoriel Jean-Lucien Boussatonga était là. Le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Dieudonné Menzumvolo, aussi. Ce dernier a décrit l'espace national congolais comme faiblement structuré, traversé par une forte concentricité et des disparités territoriales persistantes. Ce sont ces mots, pas ceux d'un contradicteur. Ce forum n'est pas apparu du néant. En juillet 2025, la loi numéro 25045 sur l'aménagement du territoire a été promulguée par le président Félix Tshisekedi. Ce texte, dit Loi Loando, du nom de son initiateur, l'ancien ministre d'État Di Loando Mboyo, remplace un décret colonial datant du 20 juin 1957. 68 ans de vide juridique, pendant lesquels les codes miniers, forestiers, fonciers et agricoles se sont développés sans concertation spatiale, générant des conflits d'usage documentés sur l'ensemble du territoire. La loi de 2025 impose désormais un avis de conformité obligatoire pour tout projet d'infrastructure, avec des sanctions pénales en cas de violation. Elle prévoit l'allocation de 5% des recettes domaniales au ministère de l'Aménagement du territoire. Et le 30 mars 2026, la Première ministre a signé le décret numéro 2609 portant création du Conseil national de l'aménagement du territoire, le CNAT,
chargé de fixer les orientations nationales et de veiller à la cohérence des investissements publics et privés à l'échelle du pays. L'architecture institutionnelle existe, elle est réelle. Ce que le ministre Boussa Tondouin a déclaré le 4 mai en séance plénière mérite d'être entendu sans filtre. Il a nommé 7 provinces de ce pays qui ne disposent d'aucun kilomètre de route asphaltée. Le Bawele, le Maïn-Dombé, le Sankoro, le Sud-Ubangi, la Chouapa, la Mongala et la Lonami. Ce ne sont pas des chiffres de l'opposition. Ce sont les données du gouvernement, présentées par son propre ministre, dans sa propre salle de conférence. Il a qualifié ces situations de disparités préoccupantes, résultant de pôles économiques qui captent l'essentiel de l'activité pendant que des territoires entiers restent enclavés. Il a préconisé une spécialisation spatiale intelligente et il a formulé le souhait que les 5% de recettes domaniales prévues par la loi s'appliquent sans équivoque. Ce mot « souhait », quand il s'agit d'une obligation légale inscrite dans un texte promulgué, dit quelque chose que la loi elle-même n'a pas besoin de dire. Ce que cela signifie concrètement pour les foyers du Sankoro, c'est le cœur du dossier. Cette province compte environ 2,6 millions d'habitants. Elle est riche en diamants, en or, en terres agricoles. Mais son économie reste orientée vers les importations de Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi, faute de routes qui permettraient d'exporter sa production. La Caisse nationale de péréquation, créée par ordonnance en 2018 et garantie par l'article 191 de la Constitution, est précisément le mécanisme conçu pour financer ces provinces défavorisées et corriger ces inégalités structurelles. En juin 2025, les gouverneurs eux-mêmes avaient réclamé son activation dans un mémorandum officiel lors de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. Un élu provincial de Maïn-Dombé déclarait publiquement à cette occasion « Il est inadmissible que des provinces comme le Sankoro et le Maïn-Dombé continuent de présenter un visage moyenâgeux alors qu'il y a une possibilité de suppléer ce manque de moyens. » La table ronde du 4 mai ne mentionne pas la Caisse nationale de péréquation parmi ses axes de travail tels que rendus publics. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été accompli. La loi est réelle. Le CNAP est créé. La table ronde a réuni les bons acteurs. Mais la question que nos compatriotes du Maïn-Dombé ont le droit de poser ce soir est simple. Quand exactement la feuille de route produite cette semaine se traduira-t-elle en kilomètres de bitume? Pas en nouveaux ateliers, pas en assises supplémentaires, en route. Parce qu'un pays se mesure aussi à ce que ses paysans peuvent transporter jusqu'au marché. Ce qu'Adriana vient d'exposer, c'est une équation que le gouvernement connaît mieux que quiconque. Entre l'architecture institutionnelle et l'asphalte sur les routes du Sankoro, il y a une distance que ni les décrets ni les forums ne peuvent seuls combler. Ce qu'on attend de la clôture de cette table ronde ce 5 mai, c'est un calendrier chiffré et une réponse claire sur l'activation de la Caisse nationale de péréquation. Mais ce qui se passe à l'est de ce pays ce soir nous rappelle que certains territoires n'attendent pas les calendriers institutionnels. Ils changent de main pendant que la salle Panorama délibère. Ce que nous allons entendre maintenant, ce n'est pas l'histoire d'une province éloignée. C'est le récit d'un recul d'État qui s'organise avec une méthode précise, en 2 endroits simultanément, avec 2 acteurs différents. Carole a travaillé ce dossier ce soir. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à ceux qui nous écoutent depuis l'Est du pays. Bonsoir à tous. Avril 2026. Territoire de Mombasa, chefferie de Badila Bakwanza, province de l'Ituri. Des agriculteurs paient 30 000 francs congolais par champ au titre d'un impôt d'identification imposé par les forces démocratiques alliées. Certains versent jusqu'à 50 $ par hectare par an pour un jeton de sécurité. Ces chiffres ne sont pas des rumeurs. Ils ont été documentés par la société civile locale au cours du mois d'avril 2026, lors de réunions tenues par les ADF dans les localités de Makuku et de Ndioka. Le groupe armé ougandais affilié à l'État islamique a mis en place un système de prélèvement organisé.
Des réunions de taxation ont été signalées. Des jetons ont été distribués. Arsène Chamamba, chercheur en sécurité dans l'Est de la RDC, a décrit la mécanique avec précision. Les ADF tiennent ces réunions sans être inquiétés, ce qui complique les offensives de l'armée congolaise. Ce n'est plus un groupe qui frappe et fuit. C'est une organisation qui administre. Elle fixe les tarifs. Elle sillonne les champs. Elle se comporte comme ce que l'État devrait être et que l'État n'est plus dans ses chefferies. La conséquence concrète pour les FARDC est mesurable. Chaque offensive dans cette zone expose des civils à des représailles immédiates ou à la perte de leurs moyens de subsistance. L'armée ne peut pas se déplacer librement sur un terrain où le groupe armé est devenu le propriétaire économique des champs. Entre le 15 et le 16 avril, la coalition FARDC-UPDF a délibéré 96 otages. Plus de 300 personnes enlevées lors de l'attaque du 28 mars sur les localités de Bengasoli et Mabokulu demeuraient introuvables à la date de notre édition. Ce tableau serait déjà suffisamment lourd s'il était isolé. Il ne l'est pas. Regardons Goma et ce qu'il révèle sur une logique plus profonde. Depuis le 27 janvier 2025, Goma est sous le contrôle du mouvement du 23 mars, soutenu selon Human Rights Watch et les experts de l'ONU par des forces armées rwandaises. Ce que 3 organisations de la société civile congolaise ont documenté dans un texte daté du 30 avril 2026, c'est l'étape suivante de ce processus. La Socipo Africa, la CNASCA et la CCNU alertent sur une pratique précise. Des opérateurs économiques congolais seraient contraints d'utiliser des registres de commerce relevant de la Rwanda Revenue Authority, l'administration fiscale rwandaise, pour exercer sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ce qu'elles appellent, sans détour, une prise de contrôle directe d'une administration fiscale étrangère sur une portion de l'économie congolaise. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, déclarait depuis Kinshasa le 2 avril que l'occupation a redirigé 84% des recettes provinciales vers l'extérieur. Les pertes mensuelles du Nord Kivu, selon des sources économiques documentées, atteignent 7 millions de dollars par mois. La séquence est lisible. Contrôler militairement le terrain, l'administrer parallèlement, l'institutionnaliser fiscalement. Dans cet ordre précis. Les organisations signataires du document du 30 avril n'ont reçu à ce jour aucune réponse officielle, ni de Kinshasa, ni de Kigali. L'article 9 de la Constitution du 18 février 2006 proclame la souveraineté de la République démocratique du Congo sur l'ensemble de son territoire national. Aucun registre de commerce étranger, aucune taxe imposée par un groupe armé n'a de base légale sur ce sol. Ce n'est pas une opinion, c'est le droit fondamental de cet État. 2 questions restent posées ce soir, sans réponse officielle. Quelle est la stratégie de l'État congolais pour reconquérir l'autorité économique dans les chefferies de Mambasa, au-delà des seules opérations militaires? Et pourquoi, en mai 2026, un commerçant de Goma peut-il être enregistré dans un système fiscal étranger sur le sol de la RDC, sans qu'une mesure concrète de protection ait été annoncée? Ces 2 questions, Carole vient de les poser avec la précision qu'elles méritent. Elles attendent une réponse que Kinshasa doit formuler clairement et publiquement. Quand l'État recule, quelqu'un d'autre avance. C'est ce que l'aide du pays enseigne depuis trop longtemps. Ce soir, dans la capitale, la politique intérieure était aussi en ébullition. Le parti au pouvoir a organisé hier une marche qui n'est pas passée inaperçue. Lundi 4 mai 2026, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, a organisé une marche dans la capitale congolaise pour soutenir les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé de financer la rébellion de l'AFC-M23 dans l'est du pays. Plusieurs partis membres de la plateforme Union sacrée de la nation ont répondu à l'appel du secrétaire général et président par intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya. À l'issue du rassemblement, Kabouya a pris la parole devant les militants réunis sur l'esplanade du Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala. Il a demandé au président américain Donald Trump
d'aller plus loin en ordonnant l'arrestation de Joseph Kabila. Une délégation conduite par le secrétaire général s'est ensuite rendue à l'ambassade des États-Unis pour déposer un mémorandum de remerciement adressé à l'administration américaine. Mais, en marge de cette manifestation, un incident grave s'est produit sur le boulevard Sendoué, dans la commune de Kalamu. Le siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, formation politique de Joseph Kabila, a été incendié. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de jeunes manifestants vêtus de t-shirts blancs saccageant les locaux en feu. Aucun bilan officiel des dégâts n'a été communiqué à l'heure de notre édition. La question que cet incident pose dépasse l'adresse d'un parti d'opposition. Une marche encadrée par le parti au pouvoir, soutenue par ses alliés de la coalition gouvernementale, qui se conclut par l'incendie du siège d'un adversaire politique. Quel signal cela envoie-t-il sur la protection du pluralisme dans ce pays ? Une nation ne peut pas réclamer l'état de droit à l'est de son territoire et tolérer que les bureaux d'un parti d'opposition brûlent à Kinshasa le même jour. Ces deux exigences ne sont pas séparables. Les institutions de la République ont la responsabilité de le dire clairement. Ce que la marche a exprimé politiquement, la question de fond la détermine. Les sanctions américaines contre Kabila sont-elles réellement capables de le neutraliser ? Les sanctions annoncées par Washington contre Joseph Kabila s'inscrivent dans une stratégie américaine engagée depuis plusieurs années. Dès 2016, les États-Unis exprimaient leurs inquiétudes face à la prolongation de son mandat au-delà des délais constitutionnels. En 2019, Corneille Nangaa, alors proche collaborateur du régime Kabila et aujourd'hui à la tête de l'AFC M23, avait lui aussi été sanctionné. Ces précédents n'ont pas mis fin au conflit. Ces nouvelles mesures impliquent le gel d'éventuels avoirs aux États-Unis et compliquent les transactions en dollars. Mais leur efficacité concrète reste à démontrer. Malgré les pressions accumulées, Joseph Kabila continue de se déplacer. Il a été reçu à Luanda fin décembre 2025. Il entretient des contacts actifs au Zimbabwe, au Botswana, en Namibie, en Eswatini et au Rwanda, témoignant d'une capacité à conserver des relais diplomatiques régionaux. À l'intérieur de la RDC, son réseau a subi des coups significatifs. Oba Minaku est détenu depuis janvier 2026, sans accès à ses avocats. Emmanuel Ramazani Shadari a été interpellé de nuit. Mais dans l'espace Katanga et certains secteurs de l'armée, des relais persistent. En avril 2026, son entourage s'est réuni dans un pays d'Afrique australe pour préparer des mobilisations à Kinshasa. Ce n'est pas la posture d'un acteur neutralisé. Plusieurs personnalités et entités déjà sanctionnées, dont des responsables rwandais, l'armée rwandaise et le vice-président du Sénat congolais, Norbert Bazengezi, n'ont pas mis fin au conflit. Les sanctions sont un signal diplomatique fort. Elles ne constituent pas à elles seules une stratégie complète. L'ancien président évolue dans un environnement où les réseaux régionaux, les loyautés politiques et les intérêts miniers jouent un rôle que Washington ne peut pas neutraliser seul. Ce soir, Joseph Kabila est affaibli. Ses réseaux à Kinshasa ont été en grande partie démantelés. Mais l'affaiblissement n'est pas la neutralisation. Et la question qui reste posée est celle-ci. Si ces sanctions ne pèsent pas sur les flux régionaux qui alimentent encore ces connexions diplomatiques, quels leviers complémentaires Kinshasa et ses partenaires africains ont-ils l'intention d'activer ? Nos compatriotes qui vivent hors du pays font face, eux aussi, à des réalités que les décisions de Kinshasa ne peuvent pas toujours protéger. En Afrique du Sud, le Freedom Day a coïncidé cette année avec une montée des tensions qui a mis notre communauté en alerte. Alors qu'une poussée de violence anti-étrangers secouait plusieurs régions d'Afrique du Sud à l'occasion du Freedom Day, du 27 au 29 avril 2026. L'ambassade de la RDC à Pretoria a choisi l'anticipation plutôt que la réaction. Dans un communiqué daté du 25 avril, référencé numéro 132.102.00207 ARDC-PTA.04.ALB.2026, la représentation diplomatique a mis en place une série de mesures pratiques à destination de la communauté congolaise.
Ces mesures comprenaient la limitation des déplacements non essentiels pendant les 3 jours à risque. Une invitation aux opérateurs économiques congolais à évaluer la nécessité de suspendre temporairement leurs activités. Et l'activation d'une ligne d'urgence joignable au +27 12 344 5750. Les zones identifiées comme sensibles dans les provinces du KwaZulu-Natal, du Cap-Occidental et du Gauteng ont fait l'objet d'alertes spécifiques. L'ambassade a précisé maintenir une collaboration étroite avec les autorités sud-africaines compétentes pour assurer la protection de ses ressortissants. Ce dispositif dit quelque chose sur la mémoire institutionnelle de la diplomatie congolaise. En 2019, lors d'une vague similaire à Johannesburg, des dizaines de commerces tenus par des étrangers avaient été pillés. Cette fois, la représentation diplomatique n'a pas attendu l'irréparable. Elle a communiqué, elle a ouvert une ligne de secours, elle a maintenu ses services consulaires disponibles. Pour nos compatriotes qui vivent en Afrique du Sud, parfois depuis des années, cette protection n'est pas un luxe. C'est le minimum que la nation leur doit lorsqu'ils font face à une menace qu'ils n'ont pas choisie. La situation semblait stabilisée à la date de cette édition. Mais le risque de résurgence demeure selon la représentation diplomatique. C'est une vigilance qui n'a pas de date de clôture. Plusieurs autres faits méritent votre attention ce soir. Ma collègue Nadège les a rassemblés pour vous. Nadège? Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à chacune et à chacun. Commençons par l'Ituri, où 2 signaux méritent d'être lus ensemble ce soir. À Bunia, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a salué lundi un mouvement rare. Près de 900 000 personnes déplacées ont amorcé leur retour dans les territoires d'Irumu et de Mombasa. Dans un pays où les chiffres de la crise s'accumulent semaine après semaine, cette dynamique de retour représente un fait positif que la communauté humanitaire veut soutenir dans la durée. Lemarquis a insisté sur l'importance d'un appui coordonné pour éviter que ce retour ne reste que provisoire. Il a salué la réhabilitation de la route nationale 27 qui facilite l'accès humanitaire à plusieurs localités, ainsi que la collaboration entre les autorités provinciales et les agences onusiennes. Des défis persistent, il l'a reconnu. Mais 900 000 personnes qui rentrent chez elles, c'est une ville entière qui reprend sa vie. Ce retour des populations coïncide avec un déplacement militaire qui dit quelque chose sur la priorité que l'armée accorde à cette zone. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Ishaligonza Nduro Jacques, est arrivé lundi 4 mai à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo et siège de la 3e zone de défense. Cette visite d'inspection et de contrôle est la 2e depuis le début du mois d'avril. Elle vise à vérifier l'exécution des instructions transmises lors de son passage précédent. Selon le major Mestor Mavodiza, porte-parole de l'armée à la 3e zone, cette mission permettra au général de dresser un état des lieux complet à rendre compte à la haute hiérarchie et au commandant suprême. Sur le tarmac de l'aéroport de Bangoka, tous les officiers généraux de la garnison de Kisangani étaient présents à l'accueil de la délégation. L'Est du pays, c'est aussi une question d'approvisionnement économique. Après des échanges avec les opérateurs pétroliers de l'Ituri et le caucus des élus de la province, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a signé lundi 4 mai un arrêté ministériel instituant une structure des prix réaménagée et adaptée aux réalités de la zone Est. Cette structure est entrée en vigueur ce 5 mai 2026. Elle vise à faciliter le réapprovisionnement en carburant dans une zone dont la logistique est rendue complexe par les conditions sécuritaires. Le président de la FEC Ituri, Christophe Lomema Mukwa, a salué la démarche d'écoute du vice-premier ministre. Le président des pétroliers de l'Ituri, Daniel Mugiza Takumara, a appelé à la reprise des activités conformément au nouveau prix fixé. De l'aide humanitaire aux réformes financières, parce que l'économie nationale tient aussi à la solidité de ses institutions monétaires. La Banque centrale du Congo a confirmé sa décision d'acquérir, à compter d'avril 2027,
le monopole de l'importation physique de dollars américains en RDC. Le gouverneur André Ouamesso l'a annoncé lors des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. L'objectif ? Renforcer la traçabilité des flux financiers, lutter contre le blanchiment des capitaux et envoyer un signal aux partenaires américains dans le cadre du partenariat stratégique RDC-États-Unis. La RDC a mis en œuvre 20 des 23 actions prioritaires exigées par le GAFI, pour un taux d'exécution de près de 90%. Ouamesso a été clair sur l'enjeu. Sortir de la liste grise est une étape. Ne pas y retourner en est une autre. Dans ce même contexte de modernisation financière, la Cour des comptes de la RDC a lancé lundi les travaux d'élaboration de son plan stratégique 2026-2030. Son premier président, Jimmy Munganga, a rappelé qu'une avancée historique avait déjà été accomplie. Pour la première fois de son existence, la Cour a rendu des arrêts dans le cadre du contrôle juridictionnel. Le plan à produire d'ici le 8 mai doit améliorer la qualité des audits, renforcer la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics et consolider la crédibilité d'une institution dont le rôle est central dans l'édifice de gouvernance financière du pays. La modernisation des finances publiques va de pair avec celle des infrastructures numériques. La filiale congolaise d'East Castle Infrastructure cherche à mobiliser environ 180 millions de dollars pour accélérer son expansion en RDC. La Société financière internationale, l'IFC, branche de la Banque mondiale, prépare un soutien de 30 millions de dollars, avec mobilisation possible de 30 millions supplémentaires auprès d'autres prêteurs. L'objectif ? Franchir le cap des 1000 tours télécom en RDC, notamment dans des zones rurales encore non desservies. La RDC comptait 73,9 millions d'abonnements mobiles actifs au 4e trimestre 2025, pour une population estimée à 112 millions d'habitants. Le potentiel est considérable, la déconnexion aussi. De la modernisation intérieure aux signaux que la RDC envoie et reçoit depuis l'extérieur. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lihao, représentant personnel du président Tshisekedi, a participé au Forum économique international de Libreville en marge de l'inauguration du Palais des Congrès du Gabon. Les échanges ont porté sur la numérisation des services publics, la croissance économique et les perspectives régionales. Lihao a présenté cette rencontre comme une convergence de vues entre le président Tshisekedi et son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema sur la construction d'une sous-région fondée sur la paix et la coopération économique. Il a regagné Kinshasa lundi soir. De Libreville à Kinshasa, la diplomatie congolaise était aussi en mouvement dans ses propres locaux. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a tenu lundi une séance de travail avec les agents et cadres de la coopération internationale. Les échanges ont porté sur les réformes en cours, la redynamisation des activités et l'amélioration des conditions de travail. La chef de la diplomatie a également visité les locaux du ministère incendiés depuis 2017, qui privent plusieurs centaines de fonctionnaires d'un cadre de travail décent depuis 7 ans. Une réalité que la diplomatie congolaise doit continuer de porter depuis des ruines. Enfin, pendant que la diplomatie cherchait à redynamiser ses espaces de travail, une controverse éclatait sur le principal terminal portuaire du pays. Le groupe Ledia a publié lundi un communiqué pour démentir les accusations circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le terminal à conteneurs de Matadi, le MGT, serait contrôlé par des intérêts liés à Joseph Kabila. Le groupe, fort de 53 ans d'existence, affirme que sa participation au MGT consiste en un apport foncier et que le financement initial avait été apporté par un partenaire international via Citibank, intégralement remboursé depuis. Ledia dément toute implication politique et toute opacité dans la gestion de cette infrastructure stratégique. Les documents qui circulent sur les réseaux sociaux n'ont pas été vérifiés de manière indépendante à l'heure de cette édition. Florence. 9 faits, 3 grappes, et derrière chacun,
une réalité que nos concitoyens portent au quotidien. Merci Nadège. Ce soir, cette édition a traversé 2 dossiers qui ne se ressemblent pas en apparence, mais qui posent au fond la même question. À Kinshasa, la table ronde sur l'aménagement du territoire a entendu le gouvernement admettre que 7 provinces de ce pays, le Bawele, le Sankuru, le Mai-Ndombe, le Sud-Ubangi, la Chuapa, la Mongala et la Lomami, n'ont pas un seul kilomètre de route asphaltée. La loi numéro 25/045 existe depuis juillet 2025. Le Conseil national de l'aménagement du territoire a été créé par le décret numéro 26/09, signé le 30 mars 2026 par la Première ministre Judith Suminwa. La Caisse nationale de péréquation, garantie par l'article 181 de la Constitution, attend depuis 2018 d'être activée. Ce que la clôture de cette table ronde, ce 5 mai, devra produire, ce ne sont pas des feuilles de route supplémentaires, ce sont des calendriers de décaissement. À l'est, dans la chefferie de Babila Bakwanza, les forces démocratiques alliées administrent des taxes agricoles. À Goma, selon la société civile congolaise, des registres de commerce relevant d'une administration fiscale étrangère circulent sur un sol congolais sans réponse officielle de l'État à ce jour. 2 dynamiques, 2 acteurs, une seule réalité. Quand l'État recule, quelqu'un d'autre avance. Ce soir, une pensée simple. Un peuple ne perd pas son territoire en une seule journée. Il le perd au rythme des questions qu'il n'ose pas poser à ses gouvernants. Ce journal a choisi d'en poser quelques-unes. La prochaine édition d'Inside News RDC vous retrouvera avec la même exigence. En attendant, nous vous invitons à explorer nos émissions d'analyse disponibles sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC, où nos journalistes approfondissent chaque semaine les dossiers que l'actualité impose. Que Dieu garde notre nation. Que chacune et chacun trouve la paix ce soir. C'était Florence pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.